Tous les fans de Dragon Ball Z connaissent ce problème. Va-t-on dire Sangoku ou Sangoku? Va-t-on dire Vegeta ou Vegeta? Quelle est la bonne traduction? Quelle est la bonne prononciation ou la bonne écriture? Je vous rassure, dans ce débat, je n'entrerai pas dans la question de la légitimité des traducteurs, mais plutôt de leur choix. Comment retranscrire un nom d'origine étrangère? Pourquoi même faire ce choix? Qu'est-ce que cela signifie être fidèle à la langue d'origine? C'est le sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi traduit-on une œuvre? La réponse semble évidente. Sans traduction, nous n'aurions pas accès à Tolkien, de notre plus jeune enfance, et la philosophie aristotélicienne resterait réservée à une élite très restreinte. Mais cela ne répond pas non plus à la question. Une œuvre peut être traduite de 1000 façons différentes, dépendamment déjà de ce qu'elle est. Les textes anciens bénéficient d'une traduction dite améliorée, dans le but de rendre plus clair le propos de l'auteur, qui a souvent tendance à être très concis, c'est ce qu'on appelle glosser. Quant aux poèmes, ils sont encore plus difficiles à rendre, question rythme, rime, vers, et on peut chercher à vouloir juste retranscrire le fond propre, le cœur même du poème, sans la forme, ou chercher à rendre la forme en dépit d'une perte au niveau du fond. Quant au roman, on cherche à retranscrire exactement le style même de l'auteur dans une langue qui n'est pourtant pas la sienne. Autant de traductions possibles signifie donc autant de motivations, de choix possibles de traduction. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Que cherche-t-on exactement à rendre dans la traduction? Le contexte, l'ambiance, le style, le fond, la forme, autre chose encore? Prenons un exemple concret. Imaginons un manga où le héros s'appelle Pita. Ce nom est la japonisation du nom anglais Peter. Donc, en Angleterre, ou dans les pays anglophones, il serait normal que, traduit, le héros soit nommé Peter. Puisque c'est tout simplement son vrai nom, juste originellement, il a été déformé à cause de la façon de prononcer des Japonais. Et qu'en est-il de la France? On sait, Peter est juste l'équivalent anglais du prénom français Pierre. Donc, notre héros, soit nous l'appelons Pita, puisque c'est son nom écrit, soit Peter, prononciation normale de ce prénom occidental, soit on l'appelle Pierre, équivalent français de ce prénom occidental. Eh bien, la réponse à cette question est la réponse à la question précédente. Pourquoi traduit-on cette œuvre? Pour mieux que vous compreniez, je prends un autre exemple qui parlera peut-être à certains d'entre vous, du moins les plus vieux. Les animés japonais ont fait leur grande entrée sur nos télés dans les années 80. Peut-être un peu avant, après, on s'en fiche un peu. À cette époque, on n'était pas du tout habitué à cette culture nippone, et donc la traduction, le problème de savoir comment on allait traduire tout ça, a été très épineuse. Je vais me pencher sur deux cas que je trouve assez intéressants. Le premier est celui de l'animé Ranma 1/2. Bref, ça raconte l'histoire d'un garçon qui se transforme en fille quand il se prend un seau d'eau sur la tête. Le Japon. L'histoire se passe de nos jours, c'est-à-dire dans les années 80, et peut expliquer pourquoi les traducteurs ont opté pour des prénoms occidentaux actuels. C'est-à-dire, là encore, des prénoms occidentaux actuels des années 80. Ainsi, le deuxième personnage principal, qui en VO s'appelle Akane Tendo, est appelé dans la version française Adeline Gao. Quant à ses sœurs, Nabiki et Kasumi, elles sont appelées respectivement Annabelle et Amandine. Magnifique. Pourtant, l'histoire se passe indéniablement au Japon. Il y a bien une présence, une marque d'une civilisation occidentale, mais il y a certaines choses qui restent complètement inhérentes aux Japonais, comme par exemple les dîners qu'on prend assis. Dans ce cas, on peut dire que la traduction n'a pas du tout respecté le contexte de l'histoire, mais a privilégié une identification rapide avec les personnages. Puisque, rappelons-le, à cette époque, on n'était pas habitué à entendre des prénoms japonais. Il était beaucoup plus naturel d'entendre des prénoms qu'on connaissait, qu'on côtoyait chaque jour. Le deuxième cas dont je vais vous parler est, on va dire, un cas inverse.
c'est le cas des animés qui sont en fait des adaptations de romans occidentaux, comme par exemple Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne ou Sherlock Holmes de Conan Doyle. Là, la question ne se pose pas vraiment. Je vois mal les traducteurs occidentaux se demander si le personnage s'appelle Phileas Fogg ou Willy Fogg. Et ce, tout simplement parce que c'est notre culture, et que ce sont juste les Japonais qui cette fois-ci l'ont adapté à leur culture. Vous comprenez? Maintenant que nous avons vu cela, revenons à notre héros multilingue et voyons quels sont les choix qui s'offrent à nous pour la traduction de son nom. Premier choix, gardez le nom tel quel. Dans un animé des années 2000 d'Inuyasha, une jeune fille de l'ère moderne qui s'appelle Kagome repart dans le passé, à l'ère Sengoku, c'est-à-dire entre le 16e et le 17e siècle. Les noms ont été gardés tels quels parce qu'ils retranscrivent un contexte. Ils sont là pour l'immersion dans ce contexte qui est étranger et qui est fait pour être étranger. Qui est pour la découverte de ce contexte étranger. Deuxième option. Traduire le nom ou le remplacer de telle sorte à ce qu'il corresponde à la culture du traducteur. Plus généralement, si tout ça ne se passe pas dans un pays, dans une civilisation, dans une époque spécifique, qu'elle est finalement universelle, on peut choisir de retranscrire les noms afin de permettre une identification rapide. On peut rapprocher ce cas des mythologies qui diffèrent d'un peuple à l'autre, bien que ce soit toujours la même histoire. D'où les correspondances qu'on a, Zeus, Jupiter. Troisième option, traduire le nom pour le jeu de mots qu'il contient. Un exemple très célèbre reste la saga Harry Potter. Donc dans cette saga, beaucoup de mots, surtout des noms de famille, sont des jeux de mots, ce qui est totalement fait pour. Par exemple, on a Neville Longbottom. Ménard, le traducteur officiel de la version française, a traduit par Neville Londubat. Longbottom, Londubat, c'est la même chose. Il est allé plus loin en traduisant Hogwarts par Poudlard, une espèce de mélange de traduction entre Hog et Warts qui signifie viol. Et enfin, quatrième option, traduire le nom pour coller une ambiance. Pour cette dernière catégorie, je n'ai en tête qu'un seul exemple, qui est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Léonie Knicket. Dans ces orphelins, la plus jeune s'appelle Sonny en version anglaise, traduite en français par Pruny. Quand j'ai découvert le poteau rouge, j'ai pas été forcément très choquée, j'ai même pas été du tout. D'une part parce que j'étais entraînée en version française, et d'autre part parce que le nom de famille des orphelins est Baudelaire. Donc, Pruny, à ce moment-là, était beaucoup plus dans le ton que Sonny l'aurait été. L'heure de la conclusion est enfin arrivée. Nous avons donc vu que, quel que soit l'éloignement par rapport à la langue d'origine, que par exemple l'anglais soit plus proche du français que le japonais, la traduction relève toujours d'un choix délicat. Cependant, le traducteur peut se raccrocher à des espèces de critères, dépendamment de ce qu'il veut retranscrire le plus. Par exemple, l'histoire à traduire est-elle à vocation universelle, ou relève-t-elle d'un contexte particulier? Veut-il privilégier l'identification à sa culture, ou au contraire l'immersion dans une nouvelle? Donc, pour reprendre les questions posées au début de cette vidéo, la fidélité à la langue est quelque chose de relatif. Traduire Peter par Pierre reste une bonne traduction, puisque étymologiquement parlant, ce sont exactement les mêmes plumes. De même, un japonais qui prononce Peter Pita est une traduction bonne aussi, puisque c'est sa façon de prononcer, c'est sa langue qui l'induit à prononcer ce prénom comme cela, et non pas sa volonté ou pas de rester fidèle. Ainsi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise traduction. Il n'y a qu'un choix entre des traductions multiples. Et ce choix, je vous l'accorde, est subjectif. Mais peut-être que ce n'est pas votre avis. Dans ce cas, je vous invite fortement à laisser un commentaire pour me le donner. Ou tout simplement pour me faire partager des traductions sur lesquelles vous êtes plus ou moins d'accord. Ou tout simplement de laisser un pouce bleu, de partager les vidéos, ça me fait aussi toujours très plaisir. Sur ce, je vous dis bon moment de lecture. Ah, et avant que vous partiez, le camp non vraiment d'Aviril a débuté, donc début avril. Le principe est simple, on se fixe un objectif et on essaye de l'atteindre. C'est pas toujours bien. Le mien, c'est de faire une épopée homérique de 2500 vers. C'est la chose la plus compliquée que j'ai jamais eu à faire. Je vous mets le lien dans la description. Vous êtes libre d'aller voir et puis m'encourager un peu parce que
Parce que c'est fun, mais j'y arrive pas.